Comment, dans ces conditions, faire pression sur les Russes si la voie du dialogue est impossible? Et si on a ce genre d'interlocuteur en face, c'est vrai que c'est compliqué. Le géopolitologue Nicolas Tenzer a une proposition à faire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il propose de chasser la Russie du Conseil de sécurité. On sait que la Russie est l'un des 5 membres permanents. Et Nicolas Tenzer dit que juridiquement, c'est pas du tout impossible puisque la Russie viole les principes de l'ONU. Est-ce que ça vous paraît imaginable ou bien c'est une hypothèse d'école? Je pense, j'aime beaucoup Nicolas Tenzer, mais je pense que malheureusement, dans la pratique, c'est extrêmement difficile et je pense même impossible. Quelqu'un, vous savez, la sociologue Véronique Naum-Grapp avait une autre idée qui me semble un peu plus plausible. À savoir que, étant donné que la Russie, qui est membre du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité est censé prôner et défendre la paix, et qu'elle participe directement dans le conflit en Ukraine qu'elle a déclenché, qu'il faut peut-être obtenir la suspension du vote de la Russie au Conseil de sécurité. Ouais. Ça me paraît un peu plus réaliste, ouais, mais je pense que même cela est à peu près impossible parce que il y a la charte de l'ONU et pour chaque décision, il y a la possibilité de veto de ces 5 membres du Conseil de sécurité. C'est un cercle vicieux. On aimerait bien, mais ouais. Je crois que je sais pas. Voyez, par exemple, peut-être, si toute l'Assemblée ou la majorité qualifiée de l'Assemblée votait pour l'exclusion, la suspension, enfin une mesure quelconque qui limite la présence russe au Conseil de sécurité, peut-être ça aurait été possible, mais je ne vois pas non plus que la majorité des pays du monde vont voter ça, parce qu'ils vous diront tout de suite alors il faut aussi abolir le veto américain. Ouais. Les violations du droit international sont pourtant quasi quotidiennes lors du conflit en Ukraine, notamment à Kharkiv, qui est bombardé à peu près tous les jours. Regardez une scène qui illustre ce que vivent les habitants au quotidien. Voilà, étonnant de voir avec quel calme et avec quelle habitude les habitants maintenant reçoivent ces bombardements qui sont évidemment terribles. Le président Zelensky pense que Vladimir Poutine veut vider Kharkiv de ses habitants, mais pour l'instant on ne voit pas de troupes massées de l'autre côté de la frontière, côté russe. Que sait-on des intentions de Vladimir Poutine sur cette région ? Je voudrais peut-être d'abord dire 2 mots au sujet de Kharkiv. Kharkiv est une ville très spéciale. C'était la première capitale de l'Ukraine, l'Ukraine soviétique. Ensuite, c'est resté la 2e ville de l'Ukraine par sa population. C'est une ville russophone qui se trouve seulement à 40 km de la frontière, juste en face de Belgorod qui se trouve de l'autre côté de la frontière, à peu près à la même distance, ou même plus près si on croit cette carte. Là, c'est 35 km, Belgorod, c'est 40 km. Et donc, cette ville a été considérée par les Russes comme, en quelque sorte, facile à occuper et facile à en faire une ville russe. Donc, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à prendre Kharkiv quand il y avait une série de révoltes d'indépendantistes en 2014 avec le projet d'occuper pratiquement toute l'Ukraine orientale. Et ils n'arrivent à rien maintenant. Kharkiv tient. Kharkiv, qui avait plus d'1 million d'habitants, a toujours 800 000 habitants. Ces gens vivent sans électricité, sans eau courante, sans chauffage. Bon, heureusement que le printemps arrive. Mais ils ont un esprit, c'est-à-dire que
on voit clairement, moi je lis beaucoup de posts sur Facebook, je connais aussi des gens à Kharkiv, on voit à quel point ces gens aiment leur ville et ne veulent pas le céder aux Russes. Et donc maintenant, il y a des voix, dont celle du célèbre Vladimir Solovyov, qui glapit que cette ville doit être entièrement détruite, puisqu'ils ne peuvent pas la prendre. Ouais. Je n'imagine pas les combats de rue dans une ville de 800 000 habitants. Hein. Et donc, ils essaient de la détruire complètement. Et l'idée est que rendre la vie impossible à Kharkiv, faire vider la ville de ses habitants, qu'ils partent ailleurs, surtout qu'ils partent en Europe, parce que sinon, bien sûr, cette ville ne peut pas être occupée. Et je peux vous dire une chose même de plus, c'est qu'il y a aussi des voix qui s'élèvent à la télévision russe, dans les réseaux sociaux, les chaînes Telegram, etc., qui disent qu'il faut vider toute l'Ukraine de ses habitants, les faire partir, parce que, en fait, les Russes ont besoin de cette terre, mais ils n'ont pas besoin de ces, comme ils les appellent, ukro-nazis. Ouais. Donc, si vous voulez, maintenant, votre question, quels sont les plans de Poutine ? Eh bien, Poutine, plus le temps passe, plus on a l'impression qu'il vire vers une sorte d'idée totalement messianique, presque comme une secte millénariste, parce qu'il se croit investi d'une mission sacrée. Il mène une guerre sacrée, ou même une guerre sainte, parce que il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il s'agit, dans la guerre avec l'Ukraine, contre l'Ukraine, il s'agit de l'avenir de la Fédération de Russie. C'est-à-dire, il considère que s'il n'arrive pas à dompter, à briser et à occuper l'Ukraine, c'est la Fédération de Russie qui va en pâtir. Maintenant, Vladimir Poutine, même fait des allusions qu'en quelque sorte, il continue l'œuvre de Christ. On va très très loin dans une sorte de, encore une fois, démence millénariste. Oui, c'est vrai qu'il a des propos souvent un peu messianiques, oui. Vladimir Poutine. Alors, quelles sont les intentions de Vladimir Poutine sur une prochaine contre-offensive ? On ne le sait pas. On sait que ces derniers mois, ce sont les Ukrainiens qui ont tenté de lancer une contre-offensive, mais qui a échoué. Et le président Zelensky, dans une interview à Bild, il dit... Les Russes savaient absolument tout de nos plans. Expliquez-nous dans quelle mesure le renseignement russe a infiltré les instances militaires, diplomatiques, gouvernementales de l'Ukraine. Si on découvre tous les jours que les Russes avaient des espions dans les hautes sphères du pouvoir en Occident, comme on a vu avec le dernier scandale en Autriche, mais c'est juste le dernier en date, il n'est pas étonnant que dans un pays où la population, une grande partie de la population parle la même langue, où il y avait certainement des gens qui vivaient depuis des dizaines d'années en Ukraine et qui étaient recrutés par les Russes, peu importe pour quelle raison, il y a rien d'étonnant. Je crois que c'est plutôt étonnant que l'Ukraine tienne, que tout n'est pas saboté, etc., etc. Vous savez, quand les Russes ont commencé la guerre en Ukraine, Poutine pensait que la victoire était imminente et très rapide. Ouais. Parce que c'est ce qu'on lui a annoncé. Parce que les Russes ont dépensé 5 milliards de dollars pour acheter toutes sortes de personnages qui devaient assurer la transition. Tout était préparé, y compris les uniformes de parade pour marcher sur l'avenue centrale de Kiev. Un restaurant a été réservé pour 900 places pour fêter la victoire, ce qui veut dire que les Russes ont certainement des raisons, ils savent beaucoup de choses, mais heureusement, ils ne savent pas tout.